Ben, Donc, pourquoi tu es dans la cafetière? moi, moi, tu es dans la cafetière, tu as un bagage. C'est drôle, là. Mais où sont tes questions là? Non, j'ai un cerveau, non? Qu'est-ce que tu penses? Tu peux voir que ça soit naturel. Ah. Ok. Tu veux vraiment que ça soit naturel? Bria la là. Mais il fallait que vous alliez m'imprimer. Au cas où j'ai karaoké. On a du café. On a un café. Yeah. Ready? Salut tout le monde, salut Léo, ça va Salut bien? Rati, ouais, ça va bien et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, je reçois pour vous Léo pour notre premier podcast de l'année. Comme vous le savez, nous avions quand même pris du temps l'année passée où nous étions off, littéralement. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est depuis octobre l'année passée où nous étions un peu off. Puis là, nous reprenons littéralement avec les podcasts. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Léo. Ben, il va se présenter en tout cas. Puis c'est réellement pour moi un plaisir et un réel honneur de l'avoir avec nous ici sur les podcasts. Donc, comment ça fait d'être le premier invité du Mon Podcast en 2026? Ah, c'est un grand plaisir, puis j'attendais mon tour. Je suis très content d'être là, puis de passer à Issachar. En tout cas, déjà, félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu'à Merci. maintenant. C'est extraordinaire, j'aime toujours voir tes podcasts. D'ailleurs, je t'appelle souvent pour te dire pourquoi il n'y a pas de podcast ces mois-ci. Oui, oui. Donc là, je suis très content de passer, puis de discuter. Ah, ok. Donc, Intéressant. Ben, ça sera en tout cas un très beau moment de discussion. Ça serait, à mon avis, une masterclass, littéralement, je me préviens. S'il faut avoir des Pas stylos à exagérer, côté. Donc, je suis déjà en train de mettre un peu... Mais s'il faut avoir des stylos, si vous devez enregistrer, appelez vos amis, des membres de la famille, littéralement, partagez les liens déjà. Si c'était en direct, j'allais dire partager les directs. Mais en tout cas, on va parler de... Avec Léo, nous, ça fait très longtemps qu'on a commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ben, on va parler d'entrepreneuriat, vous l'aurez deviné ce soir. Ben, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mais on va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. Et avec Léo, nous avons commencé très longtemps. Là, ça fait quand même pas mal longtemps que nous avons débuté l'entrepreneuriat. Je me rappelle notre premier souvenir, mon premier souvenir d'entrepreneuriat, au vrai sens du terme, où on se faisait du fric, c'était avec l'école de foot. Exactement. Ah, mais on a tous eu les mindsets. Donc, c'était avec l'école de foot. Il y aura beaucoup d'anecdotes, en tout cas, durant ces podcasts. Ça sera du réel, ça ne sera pas du chat GPT ou quoi. Ça sera réellement du réel, littéralement. Donc, prenez le temps, prenez un café, prenez un bon vin, un bon jus, en tout cas. C'est vrai que les temps passent très vite. Les temps passent très vite. Très vite. D'ailleurs, est-ce que tu as toujours les souvenirs de de ces premiers projets entrepreneuriaux que nous avions eu, celui du foot? Exactement. Foot, Exactement. Je me rappelle très bien, c'était notre premier projet, puis on avait presque rien, je pense, on avait $50 au maximum. Puis nous nous sommes dit, on a besoin de 2-3 ballons. Je pense que c'était 3 ballons. Oui. Puis on a acheté quelques chasubles aussi avec une page Facebook. On avait un crédit de $10 de Facebook pour lancer la première publicité. Merci à Facebook. Merci Facebook. Et puis grâce à ça, on avait eu plusieurs candidats. Puis c'était une très belle aventure. Oh oui. Je me rappelle très bien. De toute façon, on va en parler, mais ouais. C'était une très belle aventure. Exactement. Puis c'était très intéressant aussi parce que je me souviens à cette époque, on avait beaucoup d'aide aussi de la part de notre parent. Par exemple, pour, je pense, aller à l'école belge. Non, c'était à l'école belge, je crois, pour le premier match qu'on a eu. Je sais pas si je te rappelle. C'était au niveau de... Non, c'était pas l'école belge, c'était au niveau de... Athénée de la Gombe. Non, c'était pas l'Athénée de la Gombe. Ah ouais? Oui, c'était l'Athénée de la Gombe. Non, c'était pas l'Athénée de la Gombe. C'était là où parfois les gens faisaient des concerts. C'était, je pense, ça appartenait à Zoé Kabila, si je ne me trompe pas.
Ouais, je me rappelle plus. Mais c'était vers les grands hôtels. Mais on jouait contre l'école américaine, je crois. C'était très intéressant. C'était un très bon projet. On venait de nulle part, puis on s'est retrouvés à jouer contre l'école américaine. Ouais. Mais on va directement même commencer, littéralement, on va entrer dans la... Exactement. Comme aujourd'hui, c'est pas vraiment... On va pas se concentrer plus sur Léo, ce serait plus d'abord une discussion littéralement sur nous. Il y aura un jour, je vais les recevoir réellement pour parler plus de son parcours, parler un peu en long, en large, entre guillemets, de comment il est arrivé à être l'homme qu'il est aujourd'hui, tout ça, son parcours et autres. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, on va un peu plus parler de tout ce qui est entrepreneuriat, comme on a déjà commencé aujourd'hui, puis parler aussi des difficultés que nous avons rencontrées. Je pense que la plupart aussi des entrepreneurs rencontrent, spécialement en Afrique de manière générale, mais aussi au Congo un peu de manière particulière. Exactement. Ça fait presque 10 ans, littéralement, que d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans l'entrepreneuriat. Ouais. Toi et moi, ça fait quoi, C'est 10 ans, des hauts et des bas. Puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui appelle à beaucoup de résilience. Et ça apprend beaucoup. Donc, on reçoit des coups, puis on se lève, on continue. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher. Il y a eu beaucoup de réussites aussi, beaucoup de beaux moments. Puis, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est aussi cette conscience qu'on n'a qu'une seule vie. Oui. S'il faut le faire, c'est maintenant dans cette vie qu'il faut le faire. Donc, c'est 10 ans d'expérience, puis on apprend tous les jours. Mais est-ce que lorsque nous étions en train de commencer, par exemple, avec l'école de notre première aventure, l'école de foot, est-ce que tu te disais, l'entrepreneuriat, ce sera pour moi une vie, ou c'était juste d'abord une expérience pour toi? C'est juste, pas un amusement, c'était pas de l'amusement, mais c'était juste, OK, quelque chose que je vais faire, je vais me donner les moyens de le faire, puis that's it, où tu t'es projeté déjà dans le futur pour dire, l'entrepreneuriat, pour moi, je pense que ce serait une vie. À cette époque-là, c'était plus quelque chose qui était strictement lié à la tendance, dans le sens où je suis un grand fan du football. Puis, j'ai joué au foot et tout le monde à Kinshasa, le Congo, c'est un grand pays de football. Et j'avais atteint un certain âge, puis j'étais conscient que je ne pouvais pas aller vers une carrière professionnelle. Mais il y avait quelque chose que je voulais transmettre. Puis je voyais comment les autres personnes qui étaient impliquées dans l'encadrement des jeunes personnes dans le monde du football, je voyais la manière dont ils faisaient les choses. Je me disais que je pouvais apporter quelque chose de nouveau. Donc, un certain standing, une manière de faire que les autres n'apportaient pas. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas? J'ai $50. Je vais faire quelque chose avec ces $50. C'était quand même pas mal beaucoup d'argent ces moments-là aussi. Ouais, exactement. Parce ça représentait quand même pas mal beaucoup. C'était pas des millions, non. Oui, c'était pas des millions, mais comparé aujourd'hui quand même. Exactement, exactement. Le pouvoir d'achat, c'était pas la même chose. Exactement. Et là, je me dis, je peux apporter quelque chose. Déjà, le football, c'est quelque chose que j'aime naturellement. Donc, ça allait juste être une aventure remplie de plaisir. Et je me suis dit, je vais me lancer. J'ai $50. Je vais dépenser les $50. C'était toutes mes économies. J'ai dépensé les $50 dans l'achat de matériel. Et là, j'achète mon matériel. J'ai créé une page Facebook. J'ai toujours les photos d'ailleurs. Donc, j'ai créé une page Facebook, puis l'aventure était lancée. Et je me rappelle, je pense, dès les premiers mois, nous avions déjà des inscriptions. Puis, je pense, je ne me rappelle plus du nombre exact, mais à un certain moment, nous avions quand même pas mal de jeunes. Exactement. Il y avait un mois où nous étions à plus d'une vingtaine, 25 littéralement. Exactement. C'est ce qui était très intéressant, parce que la majorité, d'ailleurs, c'était les parents qui venaient les inscrire chez nous. Oui. Alors qu'il y avait aux alentours d'autres personnes qui donnaient de l'encadrement. Ils venaient, ils nous trouvaient, je pense, j'avais 17 ans, si je ne me trompe pas, nous étions très jeunes.
Puis il y avait des parents qui venaient, puis je disais, c'est moi les coachs. Puis ils disaient, ah ouais. C'est qu'ils appréciaient, par contre, c'était pas juste les... Je pense pas qu'ils faisaient payer qu'ils payaient l'abonnement à leurs enfants juste pour nous soutenir ou quoi, mais ils voyaient aussi notre sérieux dedans, littéralement, l'organisation. C'était ça. Puisque même quand les enfants, je pense, quand ils allaient même raconter aux parents comment ça se passait, comment on les encadrait, Exactement. je pense que ça faisait qu'ils nous prenaient au sérieux malgré notre jeune âge en ce moment. Exactement. Et avec les $50, on avait acheté le matériel nécessaire. Puis, en dehors de ça, il y avait aussi l'organisation, tout simplement. L'inscription, il y avait des fiches d'inscription, on avait une page Facebook, puis il y avait du contenu d'entraînement qui était publié régulièrement. Il y avait un certain sentiment d'appartenance qui était dans ces jeunes personnes qui n'existaient pas dans d'autres structures. Donc, on offrait quelque chose de nouveau, puis les enfants... Ils étaient contents d'être là. Quand ils venaient, on commençait à 15h30 et à 15h30, tout le monde était présent. Donc, c'était une très belle aventure. Puis, comme tu le disais, c'est les sérieux qu'on avait mis qui faisait toute la différence, bien évidemment. Parce que avec la plupart même des enfants, c'était quand même des jeunes gens. C'était 12 ans. Oui, c'était 12, 13, 14 ans. Le plus âgé avait 13 ans, exactement. La plupart d'entre eux, quand même, c'est pas comme s'il y avait 20 ans d'écart entre nous et eux, mais juste le fait que ils voyaient comment nous-mêmes nous étions sérieux dans ça. Exactement. Ils nous respectaient aussi par rapport à ça, littéralement. Exactement. Donc les regards qu'ils avaient envers nous, c'était pas juste un regard d'un grand frère du quartier ou quoi. C'est moi, un coach, littéralement. C'était très professionnel. Oui, c'était exactement. très... Et ça, à un certain moment, je l'avais remarqué. Même quand on s'est croisés, c'était plus juste... c'était toujours... les grands frères de l'ami. Il avait ces respects-là qui s'étaient même installés. C'est quelque chose que j'avais pas mal... Exactement. Et... Ça montre l'importance même du sérieux dans tout ce qu'on fait, quel que soit l'âge, parce que, comme tu le disais, quand les parents venaient, ils ne voyaient pas notre âge, mais ils regardaient la structure qui était en place, puis ce qu'on offrait à leurs enfants. Donc, les enfants venaient, il y avait un discours qui était très cohérent. On n'était pas dans un système d'insultes comme ça se fait avec les autres coachs qui insultent les enfants du matin au soir. C'était très respectueux, tout ça. Exactement. C'était un cadre qui était très cohérent pour ces enfants-là, puis qui participait à une éducation positive dans leur croissance et leur développement de leadership. C'était vraiment quelque chose... je pense que c'était ce sérieux-là qui faisait toute la différence. Parce que c'est vrai, on avait mis $50, mais au bout d'une semaine, avec les inscriptions, c'était $5 d'inscription. Oui, c'était $5 par personne. Je pense au pic, on avait atteint environ 30 enfants. Oui, ça c'est vrai. Là, je me rappelle, il y avait un moment où on avait plus de monde qu'on ne pouvait encadrer. On ne pouvait plus, encadrer, exactement. Je pense que j'étais même allé chercher l'aide des Michets à un certain moment pour, si je ne me trompe pas, des Michets. Puis les terrains n'étaient plus adéquats, il fallait trouver un autre endroit. Donc, on a eu une croissance qui était très exponentielle. Et pour une première aventure, c'était quand même... et c'est là, peut-être, je me dis aussi que l'entrepreneuriat, puisqu'en ce moment-là, c'est clair qu'on ne suivait pas des podcasts sur l'entrepreneuriat. On n'avait pas un plan d'affaires. C'est pas comme si on avait un plan d'affaires. C'est pas comme si on avait suivi des cours sur l'entrepreneuriat. Mais on a quand même commencé. Exactement. Et c'est peut-être, pour moi, entre guillemets, ce qui m'a toujours le plus marqué, même maintenant pour nos aventures aujourd'hui, quand parfois on se casse la tête à travailler sur le business plan, je me dis, il n'y a pas quand même si longtemps que ça, nous avions juste d'abord commencé. Peut-être que ce n'était pas parfait, oui, mais c'est pas pour autant que, puisque nous avions commencé sans avoir des business plans, ou sans avoir pensé à tous les préalables, ou c'est pas moi, tous les paramètres que ça a échoué. Exactement. On a appris avec le temps, au fur et à mesure qu'on évolue, on s'améliorait de toutes les façons. Exactement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal aussi marqué de mon côté, c'est la capacité juste d'abord à commencer. Ouais. À un certain moment, plus tu te poses des questions, moins tu auras envie de commencer. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous définit beaucoup, ces courages-là. Parce que la majorité des personnes, ils ont peut-être les idées, mais le courage de se lancer, de commencer, c'est généralement ça qui fait défaut. Ce ne sont pas les idées qui manquent aux gens. Il y a des gens qui ont des idées incroyables, qui pourraient faire quelque chose d'extraordinaire de leur existence, mais qui n'ont tout simplement pas le courage de faire le premier pas. C'est ça le problème. Il y a des gens qui vont voir
tous les défis, tous les risques auxquels ils feront face, puis ils se diront finalement, ça ne vaut pas la peine. Mais en même temps, comme je t'ai toujours dit, on n'existera qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ça le problème. On a juste une seule chance de bien faire. Exactement, exactement. Et j'ai toujours préféré faire échouer que ne rien faire. Oui. J'ai fait, j'échoue, c'est mieux. Je préfère ça. J'aime toujours, tu connais, j'ai un faible pour le monsieur Nicolas Sarkozy. Yeah. Et j'aime toujours une phrase là qui... un jour, je suivais un podcast, c'était pas vraiment un podcast comme c'était juste l'enregistrement, je pense, d'une conférence là, où il disait, j'ai eu beaucoup d'échecs, c'est pourquoi j'ai eu quelques succès. Exactement. J'ai beaucoup échoué dans la vie. Exactement. Ça m'a permis d'avoir aussi quelques réussites. Exactement. Et pour moi, c'est littéralement à chaque fois que, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un projet entrepreneurial, que ce soit dans la vie ou quoi, tu connais un échec. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, nous allons toujours connaître des échecs dans la vie. De toutes les façons, on connaîtra plus d'échecs dans la vie que de réussites. Oui. C'est ça le problème. Et moi, entre guillemets, c'est que je suis en train d'essayer de développer comme capacité, c'est je vais être intentionnel dans ma capacité à échouer. Je vais être intentionnel. Exactement. Puisque c'est la seule façon pour moi d'apprendre, c'est la seule façon de grandir, littéralement. Je disais à une amie, j'aime échouer. Oui. J'aime échouer. Il n'y a que par ça que tu peux t'améliorer. Exactement. Il n'y a que par ça, littéralement, que tu peux plus apprendre. J'adore échouer. C'est difficile, entre guillemets, de se dire je vais commencer, puis tout va marcher comme prévu, tout va, entre guillemets, évoluer comme prévu. Donc, comme je vous disais, on va raconter des anecdotes comme ça, mais l'idée derrière ici, c'est réellement vous montrer que au-delà de toutes les problématiques, au-delà de tout ce qui est comme problème au Congo, en Afrique de manière générale, il est quand même possible de commencer. Ouais. Tu n'as pas besoin littéralement que tout l'environnement macroéconomique, microéconomique, entre guillemets, soit au vert, entre guillemets, pour te lancer dans un projet. Ça dépend aussi de la nature du projet. Mais commencer, c'est plus, entre guillemets, juste d'abord ta capacité à toi de te projeter, puis d'avoir, entre guillemets, cette envie-là de prendre du risque. Exactement. Je pense, c'est vrai, nous vivons à une époque où tout le monde est conseillé sur Internet, etc. Oui. Il y a des gens qui vont donner des avis sur des choses qu'ils n'ont même pas expérimentées. Et parfois, à cause de certains conseils qu'on reçoit par-ci, par-là, on est généralement craintif à faire le premier pas. Et je trouve que c'est juste dommage parce que en nous, il y a beaucoup de potentiel. Puis, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour l'autre que ça ne va pas marcher pour toi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'attendais les résultats d'un examen. Puis, il y a un ami qui m'écrit pour me dire « Je viens de voir, mon résultat, il est négatif. » Je me suis dit, si c'est négatif pour lui... Ça commence mal. Parce que lui, il était à fond. Il s'est très bien préparé. Moi, en ces moments-là, à cause du travail, j'étais à l'île du Prince-Édouard, puis au Nouveau-Brunswick. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me préparer pour l'examen. Mais lui, il a eu tout le temps, puis il m'a dit... Ça n'a pas été. Ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Je me dis, si ça n'a pas marché pour lui, c'est que... Pour moi aussi, ça va être très compliqué. Mais après, je rentre sur le portail. Je crois que j'avais réussi mon examen. C'était positif. C'est juste pour dire que l'expérience de l'autre n'est pas nécessairement ton expérience. Ça peut mal se passer pour l'autre et très bien se passer pour toi. Oui. Donc, il faut toujours expérimenter par soi-même. Que ce soit l'échec ou la réussite, il faut l'expérimenter. C'est pas puisque les autres ont échoué dedans que toi, tu ne devrais pas t'y lancer. Exactement. Va aussi échouer. Exactement. Puis tu vas en apprendre quelque chose. Ça. Oui, confirme que c'est mal de faire la chose. C'est un peu comme avec les enfants, on dit toujours, il faut les laisser expérimenter. Il ne suffit pas juste de dire, ne touche pas le feu, ne joue pas avec le feu, tu vas te brûler, etc. Non, il faut parfois les laisser expérimenter ce que ça fait. On apprend mieux. Ça, c'est vrai. On apprend mieux. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Puis, on quitte de cette expérience-là. Après ça, on est pas mal occupé. Les occupations nous prennent, les études, tout ça. Puis, on voyage et autres.
Ouais, je pense que c'est plus ton voyage qui nous a Oui, c'est un peu le voyage. Oui. Moi, je me rends en Afrique du Sud. Mon frère, lui, il reste au Congo. Exactement. Puis je commence l'université aussi. Michel également commence l'université. Ça devient compliqué pour nous deux. Je suis une personne très qui aime performer. Donc, c'est toujours un peu difficile pour moi de suivre 2 lièvres à la fois. Donc, alors, on ne pouvait pas continuer. Tu n'étais plus là. Puis moi, j'allais à l'université. Michel aussi allait à l'université. Finalement, on a dû arrêter. Pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que ce n'était pas une priorité pour nous. Ce n'était pas une priorité en ces moments-là. Puis, c'était les études en premier. Mais sinon, c'était une très belle expérience. Puis, je me rends en Afrique du Sud. Et après ça aussi, toi, tu voyages. Ouais. Puis, un jour, on s'appelle, tout ça. On se dit, on commence à s'ennuyer. On déteste s'ennuyer, nous. C'est un peu trop calme. On n'a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on est chez eux, quand même. OK, ça fait quand même longtemps que... Hein? Oh, yeah. Et puis là, on parle des Oudouma. Yes. On n'avait pas directement les noms, c'est clair. Mais on parle au moins de l'idée. Ouais. On commence à parler des services, tout ça. D'ailleurs, même, j'ai remarqué qu'on a toujours eu des problèmes avec les noms. On a toujours difficile à trouver des noms. Oh oui, les noms, oui. On a toujours difficile à trouver des noms. C'est peut-être lié, c'est peut-être lié au fait que on passe plus de temps à penser à la business. À penser, voilà, au business littéralement. Parce que les noms... Ouais, on se retrouve généralement. Généralement. Tant que le nom de domaine est disponible. Nous, ce qui est le plus important, c'est le nom de domaine. Si le nom de domaine est disponible, c'est que le nom est correct. Si c'est pas disponible... Si le business est bon, même si ton nom est chaotique, les gens vont toujours aller... Les gens vont apprendre ça par cœur. Exactement. Même si ton nom est chaotique. Donc là, on s'appelle, on est en Afrique du Sud, on s'est dit, OK, il y a tel business, on choisit un peu, puis... On lance Oudouma Service littéralement après quelques temps. Et je me rappelle, nous avons lancé Oudouma Service avec $10. Exactement. Toujours 10. Ouais. Les chiffres 10 marchent toujours. Et c'était les $10 que nous avions utilisés littéralement pour la publicité sur Facebook. Quel souvenir tu as, par exemple, de ces business-là, Oudouma Service? Le plus grand souvenir que j'ai de ces business-là, c'est toutes les personnes qui venaient à nous, puis d'une certaine manière nous confier leur destin. Parce que c'était toutes des personnes à la recherche d'un emploi. Oui. Puis après, nous, en quelques semaines, on était capable de leur trouver un emploi quelque part. Il y en avait qui étaient très, très reconnaissantes. C'est vrai, pour certaines personnes, ça ne s'est pas très bien passé parce que la culture... d'employeurs est très compliqué dans notre pays. Je pense aussi que ce fut l'un de nos problèmes durant cette aventure. Mais c'était l'impact que nous avons eu pour certaines personnes qui, grâce à nous, pouvaient vivre correctement. Donc, c'est ça que je retiens de ces business-là. Puis, c'était aussi la première aventure à grande échelle, dans le sens où on touchait un peu les services à la personne, les services techniques aussi. Donc, on travaillait non seulement avec des individus, mais aussi avec des entreprises. Donc, c'était la première aventure très, très professionnelle. On n'était plus avec les enfants. C'était avec du monde, puis on négociait des vrais contrats. Donc, c'était un apprentissage. Pour les personnes même qui ne connaissent pas Oudouma Service, nous offrions, comme Léo le disait, des services à la personne et les services techniques, c'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui avait besoin d'une ménagère, par exemple, ou avait besoin d'un gardien, par exemple, un chauffeur ou quoi, nous proposions, par exemple, ces personnes-là qui étaient enregistrées auprès de nous, puis nous faisions littéralement des placements. Ça pouvait être des placements ponctuels, tout comme ça pouvait être des placements de manière permanente, littéralement. Et je pense même qu'il y a jusqu''aujourd'hui des personnes, en tout cas, I don't know, mais je pense qu'il y en a qui continuent à travailler. Puisque même quand nous avions, entre guillemets, mis fin aux activités, les contrats avec les autres, Donc, nous étions en train de placer, entre guillemets, des personnes comme ça, que ce soit avec des entreprises, que ce soit avec des particuliers, littéralement. Et c'était une très belle expérience, puisque là,
là, c'est là où j'ai commencé un peu à travailler avec l'homme, au vrai sens du terme. Là, c'est là où tu te rends compte que et quand tu commences à dealer avec les hommes, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses à gérer. Surtout, on sait que là, on gérait vraiment les ressources humaines au vrai sens du terme. C'était pas facile. Telle personne est arrivée en retard alors qu'il ne devait pas arriver en retard. Exactement. Telle personne n'est pas arrivée, telle personne a fait ça. Il faut aussi... c'est très important de mentionner qu'on n'avait pas fait des business plans. Il n'y avait pas de business plan, guys. Il n'y avait pas un tableau Excel avec la rentabilité. Il n'y avait pas une prévision des risques, puis des mesures d'atténuement. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien. Donc, il y avait juste l'idée. À la limite, il y avait juste l'idée. Exactement. Donc, ça faisait que à chaque fois qu'on avait une variable, il fallait qu'on l'ajuste. Donc, je pense aussi... C'est là où avoir aussi un business plan peut aider, à mon avis, parce que nous avons fait face à plusieurs risques. C'était notre première expérience dans le secteur, puis il y a des risques dont nous n'avions carrément pas connaissance, surtout la gestion des ressources humaines. C'était pour la première fois qu'on gérait une gestion des ressources humaines en grande quantité. En tout cas, c'était beaucoup de personnes qu'on gérait simultanément. Donc, ça faisait qu'il y avait plusieurs risques de gestion que nous n'avions pas prévus. Une personne qui doit aller au travail, puis il y a l'employeur qui t'appelle pour te dire la personne n'est pas venue. Et là, toi, tu dois commencer à contacter la personne, trouver une autre... Mais pour revenir d'abord au business, oui, c'est clair que nous n'avions pas de business plan, puis ça quelque part, nous a aussi handicapés dans une certaine mesure, dans la mesure où on n'a pas pu tout prévoir, mais j'ai toujours eu une opinion assez mitigée, entre guillemets, sur les business plans, puisque oui, les business plans, c'est quelque chose de good, ça c'est vrai. Ouais. On a fait des études, donc on ne va pas commencer à cracher sur ça pour dire que c'est pas important, non. C'est quelque chose de vrai. Mais je pense que c'est plus une source d'information que d'expérience, et moins encore des connaissances. Et je pense pour quand tu commences encore dans l'entrepreneuriat, nous avions commencé très jeunes en plus, avoir un business plan comme tel allait nous empêcher de réfléchir, à mon avis. Okay. Puisque les business plans, on pouvait les copier à la limite sur Internet, mais l'expérience, entre guillemets, que nous avons acquise du fait que là, nous avions une surprise devant nous. Exactement. Il fallait faire tourner les cerveaux pour voir comment réfléchir, comment se réajuster et autres. Ça, c'est quelque chose que, à la limite, l'information dans les business plans ne nous aurait pas, entre guillemets, octroyé. Puisqu'avec les business plans, on aurait eu peut-être une vision juste un peu plus cadrée, entre guillemets, pour dire, OK, nous avions prévu ça, OK, il y a ça, ça. Tandis que là, notre cerveau était un peu en l'air. On explorait toutes les alternatives possibles juste pour pouvoir arriver... En même temps, tu sais, comme on le dit toujours, le meilleur plan, c'est celui qui sait s'adapter. Donc, ce n'est pas un plan qui est fixe. Et tu as totalement raison. Et je pense même que c'est quelque chose qui nous a toujours aussi caractérisé dans nos aventures entrepreneuriales. On sait toujours... on a toujours été très prudent sur les business plans parce que parfois, quand tu es plus sur les business plans, tu vas faire tellement d'analyses que tu finiras peut-être par te dire mon idée n'est pas vraiment bonne. Et à la limite, si c'est très bon sur les papiers, généralement dans la réalité, c'est pas toujours exactement. ça. On va peut-être en parler aujourd'hui un autre jour. Les seules fois où nous sommes donnés à 100% sur un business plan, c'est le jour où on a tapé les plus grands poteaux. Moi, on passait des temps sur un business plus les projets littéralement avaient d'une manière ou d'une autre du succès. Mais plus on passait du temps sur le business plan. Mais en même temps, tu vois, ces poteaux restent très relatifs. Mais c'était quand même un peu légendaire. Parce que là, on génère maintenant correctement. Non, mais le problème, c'est que les business plans là nous servent à rien aujourd'hui. Exactement. Dans la mesure où, je ne sais pas si toi tu as ouvert récemment les business plans là pour voir est-ce qu'on avait prévu. Exactement. C'est qu'on fait actuellement, on va en parler peut-être un jour, aujourd'hui d'ailleurs si on a le temps, ce qu'on fait aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec ce qui était prévu littéralement. Exactement. Ça fait qu'à un certain moment, nous sommes juste dit, OK, ce qui était prévu, ça ne marche pas.
on va prend s'ajuster. telle direction, on prend telle direction. Ce qui n'était pas prévu dans le business plan. C'est pas comme si on avait option A, B, C, puis A n'a pas marché, puis nous sommes allés à B qui était déjà inscrit dans les business plans. Exactement. D'ailleurs, même à moi que je me trompe, lorsque nous étions en train de rédiger les business plans, on n'avait même pas cette idée-là que nous avons appliquée à la fin. Ça ne nous était même pas sauté à l'idée, c'était même pas une possibilité en ces mois-là. Exactement, ça c'est Et plus. je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je pense les business plans, c'est bien. Mais quand vous avez 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ne passez pas votre temps avec des business plans. Essayez. Là, essayez. Puisque, à la limite, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est d'échouer. Mais à 22 ans, vous avez toute la vie, entre guillemets, pour refaire, pour vous améliorer. Ou pour... Mais en même temps, tu sais, il y a aussi les ressources qui font assez que les gens vont être très prudents sur les risques à prendre parce que c'est tout ce qu'ils ont comme ressources. Si ça échoue cette fois-ci, je ne pourrai plus recommencer. C'est ça le problème. Mais si à 22 ans, tu commences à dire que ça, c'est tout ce que j'ai pour la vie, c'est que tu as un c'est problème. chaud. Tu commences à te dire, non, ça sont mes derniers sous de la vie. Non. Pour quelqu'un qui a 40 ans, par exemple, qui veut se lancer dans un projet, c'est clair que je vais dire, réfléchis. Tu as 40 ans, tu es marié, tu as un enfant, etc. Même si la personne, à la limite, n'est même pas mariée, mais je vais juste quand même dire, réfléchis. Dans la mesure si tu n'es pas marié, si tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu perds? Bon, même, puisque là, tu es en train de littéralement dépenser tes dernières heures d'énergie. Ok, ouais. Alors que quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu fais un top. projet sur 6 mois, c'est chaud, who cares? Là, tu passes à autre chose. Exactement. Mais à 40 ans, tu tends déjà vers 50 ans. C'est les dernières années où tu es en pleine force. Ton corps... Tu es au top encore. Tu es encore, entre guillemets, au top. Parce qu'à 50 ans, généralement, déjà, les corps commencent à te lâcher d'une manière ou d'une autre. Et donc, tu ne pourras plus tenir sur travail toute la nuit ou c'est pas moi quoi. Même si tu le veux, ton corps va te dire, mec, là, on se repose. Donc, à 40 ans, c'est clair, tu vois, je vais conseiller à quelqu'un de passer du temps à réfléchir sur un business plan ou c'est pas moi quoi. Mais à 20 ans, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une idée, tu as besoin, à la limite, des amis qui critiquent ton idée, des membres de la famille ou c'est pas moi quoi. Mais c'est plus ça. Peut-être tu peux avoir besoin d'un business plan si ton idée commence à marcher, commence à fonctionner. Oui, si ça commence à fonctionner. Tu as peut-être besoin de lever des fonds ou bien de chercher un financement. Mais si c'est pour juste voir si le marché il est OK ou non avec ton idée, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, même dans aucune de nos idées, nous n'avions dépensé, c'est pas moins $1 000 ou $5 000 pour dire qu'on mais je pense aussi, exactement. Et notre gros poteau, je pense, c'est parce que nous avions besoin de lever des fonds. Il ne faut pas aussi l'oublier. Ça fait que nous sommes plus focalisés littéralement sur les business plans, puisqu'il faudrait... C'est le business plan qui convainc les gens pour donner l'argent, à la limite, et la présentation que vous allez faire. Exactement. Mais là, il fallait qu'on lève des fonds. Donc, on a plus travaillé littéralement sur ça que sur les business, littéralement, au vrai sens du terme. Et ça, c'était... Non, c'était un poteau légendaire. C'était un poteau légendaire. Mais bon... Même si c'est relatif. Exactement. Mais à la hauteur de nos attentes, c'était quand même un poteau légendaire. Je pense aussi, c'est ça le problème, parce que ce n'est pas la demande qui manquait. C'est ça le problème. Si le business n'a pas échoué. Peut-être les gens peuvent penser qu'on n'avait pas de demande et qu'il n'y avait pas, le marché ne répondait. Non. Il y avait la demande. Les marchés étaient présents. Il y avait le marché qui existait, la demande, les gens nous écrivaient, les gens avaient besoin de nos services. Mais c'est tout simplement que on ne pouvait pas les faire dans les temps. Parce que quand nous, on arrivait, l'autre était déjà arrivé avant nous. C'était ça le problème. Puis, en dehors de ça aussi, il y a la culture interne dans notre pays en ce qui concerne la signature des contrats, par exemple. Parce que nous offrions un service qui demandait beaucoup de sérieux, surtout au niveau légal. Alors, il fallait s'assurer que tout était fait correctement. Or, quand une personne doit te confier son bien, puis tu lui demandes de signer 20 papiers, de lire 20 papiers, puis de les signer, c'est un problème chez nous avec tout ce qu'il y a comme arnaque dans l'industrie de l'immobilier. Donc,
Ouais. C'était ça aussi. Je pense c'est quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte, surtout à ce niveau-là, au niveau de la culture, où à quel point les gens étaient très craintifs pour signer les documents. C'était surtout ça aussi. À la limite, c'était même pas juste pour signer des documents. Bah, oui, c'est vrai. Mais c'était aussi... Ils étaient en face de notre avocat, puis majoritairement, les gens venaient sans avocat. Puis, ils étaient en face d'un avocat d'entreprise. C'était ça le problème aussi. J'avais l'impression qu'ils étaient intimidés par le fait d'être en face d'un avocat. Vous venez pour faire affaire avec nous, puis vous vous retrouvez en face d'un avocat. Et pour nous, dans notre inconscient, quand on est avec un avocat, c'est qu'il y a un problème. On veut nous escroquer, c'est pas moi, non. Mais je pense, à la limite aussi, les gens voulaient juste avoir les avantages sans aussi, littéralement, avoir aussi une part des responsabilités, ou s'engager aussi littéralement. Ouais. Ils ne voulaient pas s'engager complètement, mais ils voulaient quand même tirer profit littéralement des services que nous offrions. Parce que tout le monde était intéressé. Il n'y a personne que nous avons parlé qui nous a dit non, c'est du non-sens. Non, tout le monde était intéressé littéralement. Mais le problème, c'est, OK, quand il faut maintenant s'engager, on te dit maintenant, OK, tu vois que c'est du sérieux, il faut faire A, B, C, D. Et là, les gens disent, OK, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen d'alléger. Exactement. Ben, on a besoin d'être protégés. Que ce soit nous, que ce soit toi, nous avons tous besoin de protection. Je pense que c'est plus ça que les gens ne comprenaient pas. Et comme tu l'as dit, ils avaient juste besoin de nos avantages, sans toutefois payer leur part. C'était ça aussi. Donc, je pense... Même... C'est ça aussi l'analyse de la culture, de l'inconscient culturel, parce que ce n'est pas quelque chose qui nécessairement est très conscient en nous. On s'est dit que nous sommes des intellectuels, etc., etc. Puis, les moments venus, face à un contrat, on se rend compte qu'il y a un inconscient en nous qui nous dit... Pourquoi il y a un avocat? Pourquoi il y a un avocat? Donc, pourtant, un avocat, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est bien, un avocat. Mais, je pense que c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et je pense même, dans nos réajustements, dans notre réajustement stratégique, c'est quelque chose que nous avons pris en compte, que ce soit en termes... de la qualité du produit qu'on allait offrir, de la qualité du service, de comment ça allait être fait. On l'a vraiment prise en compte, puis ça nous a permis de nous ajuster très rapidement, puis de passer, de sortir de ces gros poteaux. C'était... Heureusement, c'était très difficile parce que c'était chaud. Mais je pense un jour on en parlera un peu plus en détail. Peut-être qu'il y a certains qui sont perdus, restez perdus. Un jour, on en parlera un peu plus en détail. Puis, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je pense quand même, heureusement pour nous, mais c'est ce qui, parfois, me dit que j'ai tellement tapé des poteaux que techniquement, que je ne peux que m'améliorer. J'ai commencé à taper des poteaux quand même très jeunes en entrepreneuriat. Ça veut dire qu'à mes 40 ans, à la limite, donc, je ne pourrais qu'être déjà à mon top, qu'attendre 40 ans pour commencer à se lancer et autres. Puis, il y a aussi c'était une question littéralement, que ce soit pour notre premier business, que ce soit pour le deuxième, que ce soit pour le troisième, que ce soit pour les quatrièmes. Bientôt le cinquième. Bientôt le cinquième, le sixième, je ne sais pas. Ça n'a jamais été d'abord principalement une question de nécessité financière dans la mesure où on est vraiment dans les manques qu'on est poussé à entreprendre. Ouais, exactement. Je pense aussi... c'est quelque chose aussi qui nous a aidé à prendre des risques parce qu'on ne l'a jamais fait pour de l'argent. C'est la question que j'allais poser. C'était pour dire, peut-être que nous... on entre guillemets jouait avec le feu puisqu'on savait que ça n'allait pas nous brûler. Littéralement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui réellement, au vrai sens du terme, si elle a peut-être $50, c'est vraiment ses derniers $50 au vrai sens du terme. Peut-être que nous, on avait ces $50-là, puis d'une manière ou d'une autre, on pouvait toujours s'en sortir. On avait les parents, on avait toujours la famille qui pouvait d'une manière ou d'une autre nous aider. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui réellement a ses derniers $50 au vrai sens du terme,
est-ce que tu lui conseillerais de prendre les mêmes niveaux de risques que nous avions pris avec ces $50 que nous avions, par exemple, dans le cas de notre premier business? Yeah. C'est toujours très difficile pour moi de donner des conseils, pas par manque de choses à dire, mais juste par connaissance des réalités différentes dans lesquelles nous évoluons tous, puis et ces réalités impactent nécessairement notre quotidien. Donc, conseiller quelqu'un qui a ses derniers $50 à prendre les risques, ben, moi, je lui dirais, vas-y. Bah, tu ne perds rien. Exactement, c'est tout. Mais il y a aussi risque et risque. Donc, si c'est un risque qui est mesuré, un risque qui te permet, je ne sais pas, tu achètes un sac de maïs, tu es certain que tu ne vas pas perdre. Tu comprends, c'est un sac de maïs, tu peux revendre ton maïs, donc c'est un risque correct. Oui. Mais si c'est un risque comme toi et moi, on a l'habitude de prendre, ça revient plus d'une philosophie de vie. Donc, exactement. Et comme on le disait tantôt, c'est cette conscience de notre unicité historique qui fait que toi et moi, on a généralement une aversion au risque qui est très, très moindre. Donc, une personne qui partagerait notre philosophie de l'existence se dirait de toutes les façons, qu'est-ce que je perds? Après-demain, je ne sais pas si je serai là après tout. Si j'ai à faire, c'est aujourd'hui que je le fais. Donc, et dans ce sens-là, cette personne, je lui dirais, vas-y, tu n'as qu'une vie, amuse-toi. Mais pour une personne raisonnable. Raisonnable. C'est les mots-clés. Une personne raisonnable, je dirais, tu as tes $50. Vas-y doucement. Est-ce que tu as d'abord donné ta dîme, ton action de grâce à l'église? On ne va pas entrer dans cette discussion-là. On va d'abord donner ta dîme que le pasteur prie pour toi. C'est pas... Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Non, mais j'ai posé la question puisque pour la majeure partie, entre guillemets, de la jeunesse africaine, ils ne se retrouvent peut-être pas dans la position dans laquelle nous étions. Où ce n'était pas entreprendre pour la survie. Exactement. Mais pour la plupart, peut-être des gens qui vont nous suivre au Congo, c'est pas moi, Tchad, le Mali, dans quel pays, généralement, ça serait pour la survie, littéralement, entreprendre pour eux. Exactement. Et dans un monde aussi complexe qu'il est aujourd'hui, littéralement, très complexe. Dans un monde où, littéralement, nous ne pouvons plus compter sur notre voisin, nous ne pouvons plus compter sur X ou Y pays pour nous venir nécessairement en aide. Entreprendre, alors, ça devient littéralement une question de survie, une question, entre guillemets, de vie ou de mort pour ces gens-là. Ce n'est plus juste un luxe, entre guillemets, à s'offrir pour dire je m'ennuie, je vais aller investir dans un truc. Si tu n'investis pas, si tu n'entreprends pas, tu es certain de mourir demain. C'est ça, je pense, nous, c'est parce qu'on aime ça. On aime créer des choses, on aime inventer des choses, on aime découvrir, apprendre. On aime vivre des aventures. Donc, généralement, quand on a une idée, on fait toujours tout pour mettre en œuvre cette idée. Donc, c'est plus une identité qui nous est propre, puis on aime bien les faire, ça nous fait plaisir d'entreprendre. Je pense que c'est plus inné. C'est pas tout le monde. Donc, ça nous fait plaisir de commencer des nouvelles choses, puis d'essayer de voir si ça marche ou pas. Puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant mieux aussi. On a appris. Mais c'est vrai que dans un monde aussi complexe que le nôtre actuellement, avec la géopolitique, puis l'économie mondiale qui est changeante, le développement économique de toute l'Afrique devient une nécessité. Ça devient même une question de survie de notre peuple au sens propre. Ça devient une question existentielle, le développement économique. Et pour moi, le développement économique, il passe par l'entrepreneuriat. C'est vrai que la majorité de nos pays africains, ce sont des pays qui sont plus à tendance socialiste, où on a un État
qui intervient vraiment beaucoup. Oui, qui est un peu trop présent. Et ça fait que l'intervention omniprésente de l'État pousse parfois notre jeunesse à penser que tout doit venir de l'État. Parce que l'État est présent presque dans tout. Il y a les entreprises, les chemins de fer, c'est l'État, les voies maritimes. L'électricité, c'est l'État, l'eau, c'est l'État. Exactement. Donc, on a l'impression que tout doit nécessairement venir de l'État. Et pourtant, nos États, c'est des États qui sont majoritairement faillis, qui n'ont pas les moyens. Et même les entreprises étatiques, c'est des entreprises qui sont quasi en situation de faillite. La plupart, 99% Exactement. Donc, littéralement. L'entrepreneuriat devient une nécessité pour nous. Donc, quels que soient nos moyens, on n'a plus d'autre choix. Pour des personnes qui ont l'habitude de suivre la situation économique internationale, la géopolitique internationale, ils vont certainement comprendre mon discours. Aujourd'hui, quand on suit les discours politiques, que ce soit aux États-Unis, un peu partout en Europe, Oui. c'est des discours qui nous appellent à nous réveiller, à ne pas rester dans la passivité, dans la naïveté. Ça, c'est très important. Et ça passe par la jeunesse. Parce que notre rapport à l'ancien oppresseur n'est pas le même que celui qu'à nos parents, par exemple. Donc, je pourrais dire, ce n'est pas un jugement de valeur, mais je dirais nous sommes moins aliénés. Est-ce que c'est juste des façades ou c'est réellement réel? Je pense pas que c'est des façades. Il y a une certaine prise de conscience dans la jeunesse. Il y a des choses que l'on voit maintenant qu'on ne voyait pas. Mais certains pourraient dire que c'est le fruit de la propagande russe qui fait qu'il y a une certaine conscience africaine anti-Occident. Déjà, comme tu me connais, je suis un globaliste. Je pense que nous devons travailler avec tout le monde. On est dans une situation où nous, dans notre contexte, nous ne devons pas nous écarter des systèmes qui peuvent être un avantage pour nous. Le globalisme est un avantage pour l'Afrique. Nous n'avons pas encore les industries de production, etc. Nous avons besoin d'aller dans ces pays, de partager les connaissances avec ces pays, d'échanger, que ce soit sur le plan intellectuel, économique, politique aussi. Tout n'est pas mauvais. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons encore apprendre avec ces gens. Donc, alors, il y en a qui pensent que le réveil de la jeunesse africaine actuellement, c'est un réveil qui est plus impulsé par la géopolitique, Russie, États-Unis, Chine, États-Unis, Russie, Europe. Mais moi, sincèrement, je pense que c'est un vrai réveil. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a certaines jeunesses qui sont instrumentalisées, mais je pense qu'il y a une certaine prise de conscience de notre État. Donc, État en tant que société, en tant que peuple. Quand je parle de peuple, c'est tout le peuple africain. Donc, notre État et notre représentation dans la géopolitique internationale. Parce que dans la géopolitique internationale, ce n'est pas la couleur qui compte. C'est ce que vous représentez économiquement. Et économiquement, on ne vaut pas mieux que la Californie. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Un continent. Ouais, c'est tout le continent africain. On ne vaut pas mieux que la Californie en termes de production de richesses. Je ne parle pas en termes de richesses brutes sur le continent. L'Afrique vaut des milliards, des millions, des trillions, des milliards de dollars. Mais en termes de production, de la transformation de cette richesse en richesse réelle, profitable à la population, c'est presque 2 milliards d'habitants africains ne produisent pas assez que, je pense, 50, 60 millions de Californiens. Donc,
il y a des questions fondamentales à se poser. Et moi, j'ai l'impression que notre jeunesse est en train de prendre conscience de ça. Puis, ce n'est pas encore assez, mais il y a beaucoup d'initiatives entrepreneuriales sur le continent. Je pense, c'est une émission qu'on a regardée avec beaucoup d'attention, Le Nouveau Boss. Et j'ai beaucoup aimé. Je voyais même des personnes qui venaient de la diaspora. Puis, il y a cette conscience-là qui est en train de naître en nous, la jeunesse. Et je pense que ça va apporter. Mais dans quoi concrètement là, tu penses qu'un jeune, prenons juste un exemple concret, un jeune là, qui nous suit actuellement, qui dit ok, bon, Rati, Léo, vous parlez un peu trop, vous parlez un peu bien, vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être été des privilégiés d'une manière ou d'une autre. Je comprends. Oui, puis il va dire ok, vous voulez maintenant que j'entreprenne dans quoi? Je n'ai rien. Que je commence où je n'ai pas de soutien, je ne connais pas X ou Y personne pour m'aider avec X, de manière concrète, dans quoi tu veux qu'ils entreprennent? Tout est à faire en Afrique. Je pense, tôt ce matin, on parlait de l'industrie militaire, par exemple. Ça reste très sensible, mais quand j'ai dit tout est à faire, tout est à faire. Tout n'est pas à refaire. Tout est à faire. C'est très important. Probablement, rien n'a encore été fait. Exactement, exactement. Et je pense, c'est là où le système doit réellement jouer un rôle. Comme je le disais tantôt, nous venons des pays qui sont à tendance très socialiste, où l'État est très présent, puis d'une certaine manière, peut-être même pas fait intentionnellement, mais je pense que ça nuit beaucoup à l'entrepreneuriat. Et le mieux serait que nos États soient des États qui vont faire la promotion de l'entrepreneuriat privé que d'être présent dans presque tous les secteurs. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, encore une fois, je dirais, tout est à faire en Afrique. Et que ce soit dans l'immobilier, la gestion immobilière, l'offre des services à la personne, le transport, la construction, l'énergie. Oui. Les problèmes, on a toujours, malheureusement, à cause de notre histoire, on a toujours été, d'une certaine manière, en train de rattraper le retard. On a commencé avec l'industrialisation, l'ère industrielle, puis il y a eu l'avènement de l'Internet, et aujourd'hui, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Je pense que l'Internet arrive, mais tu appelles la famille, aujourd'hui, tu as encore des problèmes, des connexions. J'imagine. Mais là, nous sommes déjà en train de passer à l'intelligence artificielle. Mais l'Internet, on a encore un problème d'Internet sur le continent. Donc, l'industrialisation, n'en parlons pas. Il y a certains pays, d'ailleurs, en Afrique, qui n'ont, je sais que ce serait fort de dire ça, mais qui n'ont probablement pas encore connu la première révolution industrielle. Et là, nous sommes déjà en train de tendre à la 5. Mais non. Mais il y a des pays, littéralement, qui n'ont pas encore, au vrai sens du terme, vécu la première révolution, qui sont la deuxième. On a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais nous sommes encore au Moyen-Âge. Si nous devons prendre juste, comparer le Moyen-Âge chinois, occidental, à ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès à certaines technologies parce que nous sommes à l'ère où les autres produisent ces technologies. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par le Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas parce que nous avons une connexion Internet que c'est vraiment une connexion Internet, dans le sens où si les autres n'avaient pas nécessairement produit cette connexion Internet... Peut-être qu'ils ne l'auront jamais fait. Exactement. On n'aurait peut-être même pas pensé. Exactement. Donc, on n'est pas encore... Voilà pourquoi je dis on a toujours été dans une
dans un certain rattrapement, que ce soit au niveau industriel, puis au niveau de l'Internet, puis maintenant au niveau de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, ces rattrapements continuels nous a mis dans un cycle de pauvreté qui devient très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est notre manière de penser, notre concentration, notre manière de faire qui change totalement. Et cela même va impacter notre capacité d'être des personnes réellement productives. À quel point nous serons capables de nous concentrer, à quel point nous serons capables de produire des services ou des produits de qualité, parce que, encore une fois, il y a quelques personnes qui sont compétentes, des millions, mais par rapport aux milliards de personnes que l'Afrique représente, ce n'est pas encore assez. Oui. Ce n'est pas encore assez. Et malheureusement, avec l'intelligence artificielle, si nous ne sommes pas en mesure de réguler cela, parfois même on peut réguler, mais est-ce que nous serons en mesure d'appliquer cette régulation? C'est encore un autre problème. Donc, c'est vrai, il y en a qui vont dire qu'il y a beaucoup d'avantages avec l'intelligence artificielle. Oui, il y en a peut-être pour les États-Unis, il y en a peut-être pour la Chine, pour l'Europe, parce que c'est des nations qui sont à mesure de réglementer, puis de faire appliquer ces règlements. Mais nous, que ce soit au niveau de l'éducation, parce qu'on a déjà un problème avec l'éducation. Un très grand problème. Exactement. Mais maintenant, imagine que les enfants, les jeunes commencent à étudier, faire leurs devoirs avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est en train de... On risque de se retrouver... ce qui devait nous aider va encore nous maintenir dans un retard. C'est ce que j'allais même dire. Au-delà juste du retard, je pense qu'on est en train de sauter beaucoup d'étapes. Exactement. Là, là, je me rends compte, nous sommes africains, à la limite, les gens qui vont nous suivre, la majorité. Nous avons des gens qui ont une licence ou un master qui ne sont pas en mesure de parler correctement français ou de lire, par exemple, alors qu'ils ont étudié toute leur vie en français. Ou qui ne sont pas en mesure de lire, qui ne sont pas en mesure de rédiger une lettre de motivation, qui ne savent même pas c'est quoi un courriel, mais qu'on va donner l'outil de l'intelligence artificielle. Cette personne-là qui va vouloir commencer à... un jour va se réveiller puis demander à ChatGPT de lui faire une lettre de motivation. N'est même pas lui-même à mesure d'écrire cette lettre-là. L'intelligence artificielle, à mon avis, c'est censé entre guillemets booster quelque chose qui existe déjà. Une productivité. Tu as déjà des idées, tout ça, tu veux raffiner ça, tu veux un peu plus avoir un peu plus de détails ou quoi. Tu as des conversations avec ChatGPT. Il ne faudrait pas que ChatGPT, ça c'est lui qui est en train de t'entraîner dans une certaine direction. Et là, avec l'intelligence artificielle qui arrive sur les continents, c'est pour moi, je vais dire sans lingala, non, tu as vu trop tangaté. On est déjà en train, on ne sait même pas, puisque c'est toute une génération qu'on est en train de détruire. Ça ne va même pas nous aider. Puis, puisque les devoirs qu'on faisait quand nous étions en 6e primaire ou c'est pas moi quoi, à la maison, peut-être les parents, quand l'enfant va venir avec les devoirs, papa va juste prendre ChatGPT, montrer à l'enfant, écrire 2+2. Mais le problème, c'est que l'enfant lui-même n'aura même pas le temps de comprendre tout ça. Exactement. Et par exemple, pour ceux qui ont grandi dans des familles où il y avait un peu de moyens, parfois les parents prenaient un tuteur. Donc, quand tu rentrais de l'école, il y avait quelqu'un qui t'aidait à t'améliorer, à te faire comprendre. Quand tu avais un devoir, il te faisait comprendre, tu étudiais correctement, tu apprenais réellement. Mais là, tu prends une photo, puis... C'est vite fait, bien fait. Mais le problème, c'est que, comme tu étais en train de dire, ça va juste d'une manière ou d'une autre encore nous rendre encore plus esclaves. Oui. Et nous rendre encore plus dépendants. Exactement. Puisque c'est pas l'intelligence artificielle, il y a la partie artificielle, oui, mais ça reste d'abord l'intelligence qui sort d'abord des hommes. Ouais. L'intelligence artificielle, là, ce n'est pas une intelligence qui est sortie du ciel. Exactement. Ce sont les hommes qui ont compilé des données qui nourrissent. Exactement. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas partie de ceux qui nourrissent cette intelligence-là. Bon, un peu. Non, là il ne faut pas qu'on se... Là, on n'est pas en train de nourrir, au vrai sens du terme. On n'est pas en train de nourrir ça, littéralement. Exactement. On est juste en train de manger ça, si je peux utiliser les termes. Et d'une manière ou d'une autre, si aujourd'hui, comme tu étais en train de dire...
OpenAI coupé ChatGPT, par exemple. Quoi. En Afrique, nous avons aussi XAI qui coupe aussi. Nous avons... Gemini. Nous sommes foutus. Toute l'Afrique est foutue. Puisque Exactement. nous n'avons pas... Quand même, j'étais en train de parler d'idées d'entrepreneuriat et autres. Ben, c'est clair qu'aller entreprendre dans l'intelligence artificielle, tout ça, dans les moteurs de recherche, c'est pas non plus petit. Non, mais là, ça fait que nous avons tout un continent où littéralement tout ce qui fait notre survie vient d'ailleurs. Non, mais voilà pourquoi je te disais, nous sommes encore au Moyen-Âge. Puisque si les autres nous coupent tout ce qu'ils nous donnent aujourd'hui, nous sommes exactement. Et tu peux vouloir entreprendre dans l'intelligence artificielle, mais est-ce que nous avons l'infrastructure nécessaire sur le continent? Est-ce que les puces ne sont pas faites sur le continent? Le gouvernement des États-Unis va investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle. C'est combien de fois les budgets de la République démocratique du Congo? 500 milliards de dollars. Et le problème, c'est que je vais quand même le dire à ma honte. Hier, bon, non, je ne vais pas dire ça. C'est mon pays. C'est mon faut choquer. Ouais. C'est mon pays. Ah, Seigneur Dieu. Hier, c'était hier ou avant. Hier, je pense, oui. Il y avait le président Fachi Beton qui était en train d'aller faire l'inauguration. Non, c'était l'inauguration de l'université des Kananga. Ouais. Puis on était en train de parler. Puis les journalistes qui étaient en train de commenter la scène avec vigueur, tout ça, disaient il y a une salle d'informatique avec une capacité de 50 personnes. Et lorsqu'il a montré la salle d'informatique, je me suis dit, oh Dieu. Tu te souviens de notre salle d'informatique à l'école? Je ne vais pas dire le nom de l'école, mais tu vois, la salle d'informatique, elle était toujours fermée. Puis quand on allait là-bas, c'était juste pour apprendre un vide des commandes. Puis je me suis dit, on est en train de... À qui on fait des aventures? Ouais, on se trompe nous-mêmes, ça c'est vrai. La façon dont il en parlait, il disait même les étudiants n'auront plus rien à envier aux étudiants d'autres pays, tout ça, européens. Je pense, I was like, ouais. Il est dans quel monde? Il est dans quel monde? Ouais. Si tout pouvait se résoudre par des bâtiments, on l'aurait su depuis longtemps. Exactement. Littéralement. Et quand tu te dis, OK, nous sommes vraiment encore dans l'Antiquité, comme tu es en train de dire, littéralement. Je pense c'est là où je t'ai parlé du niveau d'aliénation des générations précédentes, finissantes, par rapport à nous. Tu vois, par exemple, là, tu disais, ils n'auront plus rien à envier. Il y a une comparaison. Pourquoi tu vas faire cette comparaison? Tu comprends? Donc, il y a cette idéologie-là de pouvoir qui crée aussi un problème. Parce que là, tantôt, je parlais du système qui est très socialiste. Oui. Je n'ai rien contre le socialisme, mais dans ma pensée, je partage un peu la pensée de Vladimir Ilyich Lénine, dans le sens où le socialisme doit être l'apogée du capitalisme. C'est-à-dire, un pays comme les États-Unis, c'est un pays qui est arrivé à un stade où il doit traverser vers le socialisme. Sinon, ça devient un État impérialiste. OK? Et je pense même que c'est ça qui est en train de se passer actuellement, parce que le capitalisme, c'est toujours la croissance infinie. Encore, ça ne suffit plus. Il faut aller au Congo, il faut aller au Venezuela, il faut aller en Iran, il faut continuer. Et nous, comme tu disais, on saute beaucoup d'étapes. On saute beaucoup d'étapes. Et là, nous sommes passés à un État socialiste qui offre presque tout, mais qui n'a pas de moyens pour les offrir. On a la maternité gratuite, l'éducation qui est gratuite, et parfois tout ça, c'est fait au prix d'un endettement qui est conséquent. C'est un poison gratuit. Ouais. L'éducation gratuite, on sait qu'on nous a. Une éducation gratuite, en tout cas. Un poison gratuit. Le problème est que c'est fait au prix d'un endettement pour les générations futures. Oui. J'aimerais que l'éducation soit gratuite, mais est-ce que c'était propice, c'était des moments propices? Donc, il y a toutes ces choses-là, puis c'est là où, comme je disais, on doit avoir une certaine élite
qui est un peu plus désaliéné, ok, puis qui pense plus à une prospérité réelle qu'à une propagande. Parce qu'actuellement, nous faisons les choses plus dans la propagande pour montrer que nous les faisons aussi. À côté du stade de Martyrs, il y a l'aréna qu'on construit. Est-ce qu'il y a une utilité réelle? Ce sont des millions et des millions de dollars. C'est des millions de dollars qu'on aurait pu dépenser pour des choses plus utiles. Et on dans l'a pas une fait. ville où il n'y a pas d'ambulance, Ouais, on va exactement. dépenser, c'est pas moi, 150, 200 millions de Millions, dollars. exactement. ça. Puis on va se vanter pour dire non, c'est l'aréna le moins cher en Afrique centrale, mais est-ce que Who cares? nous en avions besoin? Je pense pas. Donc, À moins qu'il fallait demander ça. on est plus dans une idéologie de démonstration pour montrer que nous les faisons aussi, mais nous les faisons, mais est-ce que nous les sommes? Il y a une différence entre être riche et prétendre être riche. Et là, nous sommes dans la prétention. Et c'est très dangereux parce que quand on est dans la prétention, il suffit juste que quelqu'un te dise « Ok, tu sais quoi, tu as un ami riche, tu te prétends être riche, puis un jour, ton ami riche te dit « Tu sais quoi, on va passer la soirée chez toi cette fois-ci. » C'est là où tu vas t'endetter pour la vie. Exactement, ça devient très compliqué. Et cette prétention, elle est très dangereuse parce que ça ne nous permet pas de prendre réellement conscience de l'état dans lequel nos États sont. Parce que si nous en avions réellement conscience, je dirais même que nos présidents ne voyageraient pas dans des avions privés, n'auraient pas des cortèges avec 15, 20 véhicules, etc. Parce qu'ils seront conscients de la tâche et de tout ce que nous avons à faire en tant que peuple, en tant que nation. Et pour moi, peut-être avec les nouvelles générations, c'est des choses qui vont changer, mais notre élite actuelle, ça reste un problème. Et c'est un problème qui est plus lié au niveau d'aliénation par rapport à l'autre. Oui. Parce que nous les faisons toujours pour prouver que nous aussi, nous les faisons. Or, je suis désolé, mais si les autres ont l'intention de faire quelque chose sur nous, on n'a pas de défense. Je pense que tu comprends ma pensée. Oui. On n'a pas de défense pour pas être cru. Ben, si les autres ont l'intention de faire quelque chose sur nous, on n'a pas de défense. Quand nous avons par exemple un pays comme, nous sommes Congolais, on va parler juste du Congo, nous n'avons aucune compagnie de communication qui appartient qui est 100% capital congolais. Oui, capital congolais, entre guillemets. Ça, c'est dans la communication, dans les banques aussi. À un certain moment, nous avions, je pense que ça a été relancé, c'est la caisse, oui, mais c'est pas vraiment une banque commerciale au vrai sens du terme. Donc, la caisse de sécurité sociale? Non, pas la caisse de sécurité sociale. Nous avons... Il y a la microcrédit, entre guillemets, du Congo. Quelque chose comme... Il y a l'ancien CEO de Equity Bank qui a été nommé là par ordonnance présidentielle. J'ai oublié les noms. Mais mis à part ça, par exemple, c'est techniquement la seule banque congolaise, si on peut appeler ça une banque, mais au sens commercial du terme. Mais toutes les autres banques, Rabobank, Equity Bank, nous avons Sophia, autres, UBA, tout. Exactement. Il n'y a rien de Congolais dedans. Si nous partons dans l'industrie brassicole, par exemple, il n'y a rien de Congolais dedans. Si nous partons... Le problème, c'est que nous arrivons à un point où les autres sont en train de penser à faire des voitures volantes, mais nous, on n'a même pas encore maîtrisé comment faire un vélo. Non, mais on est arrivé à un stade où les autres commencent à penser à faire des bébés sur mesure. C'est ça. C'est ça le problème. Nous, on a encore à... Est-ce qu'il faut avoir 6 ou 8 enfants? Exactement. Des bébés sur mesure. Et les problèmes, ils sont pas arrivés à ça. La discussion maintenant, c'est si c'est éthique ou pas. Donc, parce que c'est déjà faisable. Mais est-ce que c'est éthique ou pas? Et si, quand nous définissons tous comme égaux et libres parce qu'égaux parce que libres, nous avons ces retards. Mais lorsque les autres seront à mesure de faire des personnes améliorées. Avec un QI de 200, de 500, si nous sommes 1000, tous, si possible. si quand nous sommes tous à égalité, c'est compliqué. Et quand les autres seront à mesure de s'améliorer. Donc, je pense, je vais quand même le dire, peut-être que
peut-être que ce ne sera pas des morts vivants, mais si l'Afrique continue comme ça, et plus particulièrement l'Afrique centrale, l'Afrique noire, Non, entre ouais, guillemets, exactement. si on continue comme ça, ça serait dur de dire ça comme ça, mais il est probable, ça ne sera peut-être pas sous la même forme que... Non, non, laisse tomber. Non, là, j'ai déjà compris ta pensée. Il est probable. C'est probable. C'est probable. Ouais, j'ai lu ta pensée, oui. C'est parfait. C'est probable. Parce que je me dis que si les autres sont déjà à ce niveau-là, non. Ça sera peut-être pas sous la même forme. Mais non, mais tu sais, probable. Je pense, encore une fois, je ne suis pas communiste. Je suis loin d'être communiste. Ouais, je suis loin d'être communiste. Mais c'est juste que je trouve la lecture marxiste offre une très bonne lecture de la compréhension historique, en tout cas, ou bien psychologique d'un peuple. Parce que pour ceux qui ont lu Karl Marx, c'est un matérialiste, puis qui explique tout par l'environnement dans lequel nous vivons, qui nous conditionne. Et quand nous regardons notre histoire en tant que peuple noir, c'est une histoire qui nous a conditionnés à une certaine manière d'agir. Et notre rapport à la liberté n'est pas le même rapport qu'un Européen ou un Américain blanc a avec la liberté. Et notre rapport aussi au travail n'est pas le même que l'homme européen ou l'homme blanc américain a avec le travail. Nous, historiquement, le travail a été quelque chose qui n'était pas valorisante. Tu comprends? Dans notre histoire, le travail était plus lié à l'exploitation. Donc, une fois que nous avons eu nos indépendances, d'une manière inconsciente, même si on disait tout se gagne par le travail, etc., mais le fait de faire quelque chose que tu fais, de continuer à faire quelque chose que tu faisais sous colonisation en étant opprimé, puis on n'a pas la même psychologie. On n'a pas la même psychologie. Et je pense que nous avons des antécédents historiques que nous devons soigner, les soigner en les reconnaissant, parce qu'on a aussi un problème qui est lié, en tout cas ça je le pense personnellement, parfois à l'amnésie de notre histoire. C'est comme si... Nous n'avons pas une mémoire collective. Nous voulons... Notre histoire a été tellement blessante, une histoire qui était tellement dure, que parfois nous voulons tout simplement oublier. Faire comme si de rien n'était. Exactement. Or, à mon avis, ça doit être une source de motivation pour nous. Parce que ce qui nous est arrivé dans le passé ne doit plus jamais, au grand jamais, arriver encore une fois. Et l'histoire, comme on l'a dit, l'histoire est un éternel recommencement. Mais il ne faut pas que ces recommencements s'effacent avec nous. Tu comprends? Et pour cela, quand on voit les discours un peu partout dans le monde, comme on le disait tantôt, c'est des discours qui, chaque jour, ouvrent des portes. Tu vois? C'est des discours qui, chaque jour, ouvrent des portes. Et chaque porte qui est ouverte, c'est une honte qu'on enlève. Parce que la honte... C'est un tabou qu'on détruit. Ouais, c'est un tabou exactement. Et je pense que ça devient très dangereux quand l'humanité commence à oublier les tabous de l'histoire pour dire c'est notre histoire, nous devons en être fiers. Si vous êtes fiers de cette histoire, alors vous pouvez reproduire cette histoire.
Et ça, c'est un problème. Et comme je le disais tantôt, et ça passe par notre indépendance et développement économique. Et cette indépendance et développement économique, comme je le disais encore, ne va pas, pour moi, venir en se séparant du monde, en se mettant en quarantaine du monde pour dire les autres, ils sont mauvais, ils ont une mauvaise idéologie, nous devons nous renfermer, rester entre nous. Non, nous devons nous ouvrir parce que nous avons à apprendre des autres. Et je pense aussi que, d'une certaine manière, les autres également, ils ont toujours à apprendre de nous. Oui. Et on a aussi beaucoup de choses à donner. Donc, nous devons rester ouverts parce que pour moi, la globalisation, le globalisme en tout cas, c'est une chance pour l'Afrique. C'est une chance pour l'Afrique. Et Heureusement. nous devons tout faire pour protéger ces globalismes, mais en même temps, on doit sortir de la naïveté. Ça, c'est très important. Nous devons sortir de la naïveté, puis de la passivité. Nous devons sortir de la naïveté et de la passivité. Ben, il y a les films, ben, je pense un jour, je t'en avais parlé. Et récemment, il y a un film là qui est sorti sur les procès de Nuremberg. Ouais. Et je pense que tu en avais parlé à toi, à Bruno, où je disais, à la fin, il y a une citation. Ben, j'ai même littéralement acheté les livres du philosophe là. J'achète beaucoup de livres actuellement. Tout ce qui est... je n'ai même pas encore tout lu, mais j'achète seulement, j'achète. Ouais. Au moins, c'est du potentiel. C'est du potentiel. Ça te motive. Ça me motive. Ouais. Mais, oui, donc, ça disait, ben, si tu veux connaître de quoi un homme est capable, regarde ce qu'il a fait dans le passé. Exactement. Donc, je pense que dans le passé, l'homme a été capable quand même de beaucoup de choses bizarres. On a été capable de tuer plus de 100 000 personnes avec les bombes nucléaires et autres. Nous avons été capables, entre guillemets, de tuer plus de 6 millions de personnes quoi, ici dans les chambres à gaz et autres. Nous avons Exactement. été capables, entre guillemets, de tuer à la machette quelqu'un juste puisqu'on nous avait dit que lui, il était aussi, l'autre, il était Hutu et autres. On a été capable de tuer peut-être les personnes avec lesquelles nous partions à la même église ou nous allions dans les mêmes écoles avec, Exactement. juste puisqu'on disait, ben, lui, il est un peu plus clair des peaux que nous, donc on doit littéralement... Exactement. On a quand même été capable de beaucoup d'atrocités. Et je pense, comme tu étais en train de dire, avec la montée des extrêmes, je pense qu'on en parlait même récemment, avec la montée des extrêmes, ça fait qu'il y a de plus en plus de tabous Exactement. qui sont en train de tomber. Il y a ben, à la limite, les gens cachent ça, entre guillemets, comme parlant d'un nationalisme, entre guillemets, qui renaît. Mais au-delà de ce nationalisme, il y a aussi juste... il y a les passés qui est en train, d'une manière ou d'une autre, de ressurgir. Exactement. Et la meilleure façon pour nous... Non, c'est des personnes qui souhaitent dépasser. Ouais. Parce que Exact, c'est ça. le problème, c'est Ils disent que c'était mieux avant. si c'était mieux avant, c'est que c'était mieux avant quand moi et toi, nous étions dans des chaînes. Exactement, c'est ça le problème. C'était mieux avant, c'est que Exactement. c'était littéralement à la limite les plus hauts sommets qu'on pouvait attendre dans l'échelle, c'est pas moi sociétale, c'était quand nos mères travaillaient pour eux, entre guillemets, comme des bonnes, ou nos pères, enfants, exactement. Et littéralement, c'est comme tu disais, là, il y a de plus en plus de tabous qui tombent, puis ça fait que en tant qu'Africain, on ne peut pas juste dire ben, on va attendre des autres. Exactement. C'est littéralement même, ben, ça c'est juste une première partie, il y aura plusieurs épisodes à la fin. Ouais. L'idée, entre guillemets, c'est juste de montrer combien il est important pour nous d'entreprendre, pas juste pour une question de survie, pas juste pour dire qu'est-ce qu'on va manger, mais c'est existentiel. C'est littéralement pour une question, et c'est une question existentielle, c'est une question de dignité. C'est soit on entreprend, on permet à notre race de demeurer, ouais. Soit d'une manière ou d'une autre. C'est quand même dur de dire ça. Tu viens même de le dire en tout cas, je le pense, mais les montées, les extrêmes actuels sont dans une logique raciale. Oui. Oui. Ça, et je pense qu'on ne s'en rend... C'est pas nos gouvernants, Adon aussi, ils font ça exprès, ou soit ils sont, je pense qu'ils sont aliénés. Juste qu'ils peuvent rien faire. Je sais pas moi quoi. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes les façons. Ouais. Mais je me dis que il y a très peu de... c'est pourquoi je pense... il y a très peu vraiment des gens... Je ne sais pas s'ils prennent réellement le temps de s'asseoir et de réfléchir.
Pour les temps, d'utiliser réellement leur cerveau au vrai sens du terme. Je pense qu'ils ont beaucoup de temps. Ils font pas grand-chose. Non, mais je pense qu'ils ont l'état de nos pays. Ils ont beaucoup de temps à la limite pour c'est pas moi, penser à comment corrompre, pour comment détourner de l'argent. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'asseyent puis ils disent, OK, c'est payé dans 50 ans. Qu'est-ce que ça sera dans 100 ans? Dans 200 ans. Exactement. Quelle position on va avoir en Afrique, dans la sous-région, dans tu le vois, monde? par exemple la logique des extrêmes actuels, c'est plus pour les futurs. Ils ne se battent pas pour eux aujourd'hui. Oui. Leur logique, ça va être quoi? Notre pays de demain. On ne veut pas voir qu'il y aura plus de ces gens-là que nous. Donc, et je pense aussi, ça a toujours été ça notre problème, c'est notre vision stratégique de notre avenir. Nous n'avons pas réellement de vision stratégique de notre avenir. Mais encore une fois, je pense, on en parlait il y a quelques jours, c'est lié aussi à notre élite. Quelle élite nous avons? Est-ce qu'on peut appeler ça une élite? En tout cas... Mais s'il faut juste se tenir à la définition du mot élite, je ne pense pas qu'ils entrent dans les cadres, dans la définition des élites, au vrai sens du terme. Parce que si c'est une élite, ça veut dire que c'est la crème de notre société. Ils sont à la tête. Non, le problème, c'est qu'ils ont... c'est une oligarchie. Ils occupent des positions alors je vais pas... j'ai toujours envie de rentrer au Congo, mais je vais pas dire ça. Mais, mais ce qui est certain, entre guillemets, pour nous, Africains, ici on parle plus à la jeunesse, on parle pas... C'est des Africains qui ont déjà 80 ans, il faut juste partir. Si tu as déjà 60 ans, tu n'es plus concerné. Tu n'es pas concerné réellement. Mais plus pour nous qui sommes encore à la limite 18 ans, 20 ans, tendant vers la trentaine ou début trentaine ou autre, ça ne va peut-être pas nous sauver, nous, la peau. Ou peut-être que nous, on ne va pas, entre guillemets... on va peut-être même pas récolter ça, on va pas voir des résultats du coup. Mais il faut qu'on investisse déjà pour dire, OK, je ne veux pas qu'un jour, mon enfant ait encore des chaînes. C'est comme je disais, je voulais dire au départ, ça ne sera peut-être pas des chaînes physiques. Exactement. Il n'y aura peut-être pas des bateaux qui vont encore prendre des gens de l'Afrique pour aller en Amérique ou en Europe ou en Asie. On l'a toujours dit, un totalisme mature, c'est celui qui n'a plus besoin des chaînes physiques, des répressions. C'est celui qui joue directement dans vos têtes. Puisque là, la façon dont les choses sont en train d'avancer, je me dis, exactement. On est pas mal foutu. Mais là... il y a encore des... l'héritage, c'est pas... Parfois, je me pose la question, je me demande, est-ce que nous vivons vraiment sur la même planète? Puisque la distance qu'il y a entre ce que les autres vivent, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, et ce que l'Afrique vit comme réalité, c'est comme si nous sommes à des années-lumière de différence, littéralement. Exactement. À des années. Quand on te parle, entre guillemets, quand on te parle des scientifiques africains, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens dans la médecine, dans les technologies. Surtout en Occident qui vont performer comme des malades. Mais le problème, c'est que les peu, entre guillemets, des nôtres qui sont à soutenir, qui sont, entre guillemets, encouragés, qui sont à mettre au devant pour dire, OK, ça, c'est notre champion, littéralement, on doit l'encourager, on doit tendre vers lui. C'est eux qu'on chasse en exil, littéralement. Je pense que je t'en parlais aujourd'hui quand je disais la dame de café, comment ça? Je disais, la quinoise. Exactement. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose comme les États-Unis les font avec SpaceX, soutenir, faire une championne, créer une entreprise gigantesque dans cette industrie grâce à ça. Parce que ça marche déjà, son modèle d'affaires marche. Il suffit juste de la soutenir un peu, puis... elle va envahir les marchés congolais, les marchés africains. Je me disais, pourquoi l'un des meilleurs moyens, on ne peut pas miser juste $1 million, c'est pas beaucoup. Je pense même que c'est ça que les États-Unis ont créé tous ces champions. La Chine aussi, si on dénonce la concurrence déloyale des entreprises chinoises en Europe, c'est parce que la Chine va subventionner ces entreprises. Il va subventionner BYD, qui va finalement produire des véhicules électriques à très bas coût, puis les vendre à très moins cher aussi, parce que la Chine veut créer un champion. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Et malheureusement, quand on veut faire quelque chose dans ce sens-là, par exemple avec les simples projets Bukangalonzo, c'était un chaos total, parce que c'était un projet piloté par l'État. Des centaines et des centaines de millions de dollars partis. Pourtant, comme je te disais tantôt,
1 million de dollars, ça peut changer beaucoup dans les développements Pour café la d'entreprise. quinoise, Exactement. oui. Ça peut changer beaucoup. Donc, Et, et les problèmes, ça fait aussi partie littéralement de notre soft power. Like, si dans la sous-région, nous devenons les premiers, par exemple, à vendre du café, si dans la sous-région, par exemple, tu vois, récemment, j'étais en train de voir, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si le terme, ça existe en français, une cotonnière, I don't know. Mais il y avait une entreprise là vers Kisangani, si je ne me trompe pas, c'était à un certain moment la number one dans tout ce qui est l'épargne, entre guillemets, que Mobutu faisait faire là et autres là. Ouais. Tout était fait là-bas. Mais maintenant, tout est fait en Chine, bien sûr. Ouais. Récemment, j'étais en train de voir un reportage là qui montrait les entrepôts et autres, comment, dans quel état c'était. Dans mon cœur, j'ai pleuré littéralement. J'ai pleuré. Quand je te dis, là, je me suis dit, OK, lors des campagnes, tout ça sont des millions de dollars que les partis politiques, et généralement, on sait d'où vient cet argent. Les partis politiques dépensent pour acheter les pagnes en Chine. Ouais. Cet argent, si c'était investi dans notre propre pays pour soutenir nos propres industries, on aurait des milliers d'emplois, on aurait littéralement... on pourrait même commencer à produire pour en exporter littéralement. Mais tout ce qui fait notre fierté vient d'ailleurs. Et on n'en a pas honte. Et c'est ça qui me dérange, c'est ça qui me fait mal. D'ailleurs, depuis quand l'épargne est un habit africain? Bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Ouais, ça, c'est notre débat. Mais en tout cas, ça fait que, littéralement, tout ce qui fait notre fierté aujourd'hui vient d'ailleurs. Tout c'est pour lesquels où il y a boasting, tout vient d'ailleurs. Et si jamais, un jour, la France disait juste à Orange ou à MTN ou quoi pour dire nous ne sommes plus en bonne odeur avec la RDC, donc vous coupez vos ponts, nous sommes foutus comme pays. Nous sommes foutus comme pays. On aura tout, on aura les manganèses, l'or, l'argent, tous les minéraux qu'on a là. C'est ça le problème. Mais ça va crever, on n'aura rien. Encore une fois, on revient au fait que nous sommes au Moyen-Âge. Dans toutes les industries, il suffit juste que nous ayons des relations diplomatiques compliquées pour que, je ne sais pas, l'Europe dise on ne va plus vous fournir des pièces détaillées, par exemple, pour vos compagnies d'aviation, si vous utilisez des Airbus, etc., ou bien les États-Unis avec Boeing. On ne peut plus se déplacer. Pourquoi même aller loin dans l'aviation? Juste d'abord les vélos. Et si on commençait d'abord par les vélos? Et si on commençait d'abord juste par faire des vélos au pays? Où nous avons des entrepreneurs qui font des vélos au pays, par exemple. C'est pas fabriqué au Congo, King à 4x4? Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense en Chine. Si par exemple pour tout c'est pas pour l'administration dans tout ce qui est comme à l'intérieur du pays, là, les gouvernements disaient moyen de déplacement, vous n'avez pas besoin de voiture, la Kalupu, Taoua, Monidi, tout. Vous avez des vélos. Non, s'il y a un entrepreneur qui veut commencer à faire des vélos 100% made in Congo, non, on paye ça pour donner aux fonctionnaires, par exemple, dans des villages ou dans des villes assez reculées. Ils n'ont pas besoin de voiture, littéralement. Et on n'a même pas besoin d'abord de parler des voitures électriques, juste d'abord commencer par là. Basic. Si on peut d'abord commencer par ces basiques-là, puisque là on est en train de sauter d'étapes, si on commence à parler des voitures électriques, on ne maîtrise même pas encore les vélos. Le problème c'est que nous ne sommes même pas encore à mesure de produire un téléphone DG, mais nous sommes déjà dans un monde là, qui est en train de tendre vers la 6G, la 5G. Exactement. Mais nous, on n'a pas encore d'abord maîtrisé juste comment on fait d'abord un téléphone, je ne sais pas si 1G existait, mais juste DG, là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais nous sommes déjà en train de vivre dans un monde où les autres sont en train de tendre vers 5, 6G, je ne sais pas. Et c'est à notre honte. That's why entreprendre, en tout cas pour nous, c'est... Non, je pense, exactement, comme je disais, nous avons les idées de notre situation matérielle et malheureusement, notre situation matérielle actuelle nous poussera toujours à avoir des idées de survie parce que nous sommes dans une condition de survie. Donc, ça fait qu'on se retrouve dans on risque de se retrouver dans une spirale de pauvreté, dans le sens où je n'ai pas le temps de penser à autre chose. J'ai encore faim. C'est ça le problème. Tu ne mets pas les téléphones, tu ne mets pas l'Internet. J'ai encore faim. Nous avons les idées de notre situation matérielle. Exactement. Quand les gens doivent encore prier pour se faire soigner, je ne sais pas, de la malaria, etc., le problème est très profond. Donc, l'entrepreneuriat, tu me disais tantôt, par exemple, dans quoi tu conseillerais. Je pense d'abord, c'est vrai, mais là, j'ai une idée très claire. C'est commencer par l'autosuffisance alimentaire. C'est la base. Parce qu'il faudra d'abord que nous soyons à mesure de nous nourrir pour penser à autre chose. Et
si je suis les plans de la pensée de notre condition matérielle, tant que nous serons dans cette condition matérielle, ça va être difficile pour nous de penser à autre chose. Les autres, ils sont arrivés à penser à l'essor de la machine à vapeur, la calculatrice et autres. Parce que d'une certaine manière, nous faisions la production. Nous produisions l'essentiel, il y avait la nourriture, la canne à sucre, etc. Ils avaient assez de temps. Exactement, ils avaient assez de temps. Et je pense, nous, à notre époque, c'est d'abord remplir nos ventres pour pouvoir maintenant penser à autre chose. Parce que là, nous sommes totalement dépendants du Brésil, de l'Indonésie, etc. Et ça, c'est un problème très, très sérieux. L'alimentation, c'est un problème très, très sérieux. Puis, si moi, je peux conseiller à quelqu'un un domaine dans lequel entreprendre, bien évidemment, ce serait l'industrie agricole, l'agriculture, puis exactement. Ben, je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, comme première partie. Je pense que ce sujet va demander plusieurs, entre guillemets, plusieurs épisodes. En tout cas, c'est clair qu'on ne pourra pas finir ça en une soirée, en une journée. Mais c'est un sujet très important. Puis, il y a beaucoup d'aspects. Il y a tellement... Parce que déjà, nous étions en train de discuter, puis on s'est dit, c'est la fin du mois de janvier. On va enregistrer les premiers podcasts de l'année. Puis là, il y a une chose qui nous tenait à cœur, c'était la situation géopolitique internationale, puis notre réponse en tant que peuple, en tant que continent. On s'est dit, on va en discuter puis partager avec les autres. Donc, je suis très content d'avoir discuté de ça avec toi. Puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais c'est un débat très intéressant parce qu'il est très existentiel pour nous. Puis, si nous restons dans la passivité, ça risque d'être compliqué. Parfois, il y a une chose que j'ai remarquée, parfois on s'interdit de penser. C'est ça le problème. On se dit, on n'a pas de solution, alors on ne doit pas penser. Et je pense que c'est une erreur. Nous devons penser. C'est par la réflexion que le changement viendra. C'est par la réflexion que le changement viendra. Supprimez TikTok, supprimez Facebook, supprimez Instagram. Elle exagère. Permettez-vous de réfléchir quand même. Permettez à votre cerveau de s'ennuyer. Ça va permettre de réfléchir. Mais nous en avons réellement besoin. Nous avons besoin des gens qui prennent le temps de réfléchir. Prenez un temps où vous pouvez vous ennuyer puis être poussé à la réflexion. Et tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il y a quelqu'un dans un autre monde qui vit 500 ans déjà en avance littéralement. En tout cas, et Africains, on doit juste être conscient par rapport à ça pour dire il y a une très grande différence entre ce que nous sommes en train de vivre, nous expérimentons, nous avons, et ce que les autres vivent, expérimentent. Exactement. Pour la plupart de nos dirigeants, parfois, qui ont étudié ailleurs, qui voyagent tout le temps ailleurs, qui ont des familles ailleurs, le fait pour eux, entre guillemets, de voir tout ce qui se passe à l'étranger, puis quand même de rentrer chez nous, puis demeurer tels qu'ils sont, ça montre juste que quelque part, il y a juste la méchanceté. Et que nous, en tant que jeunesse, nous devons réellement être conscients que faut qu'on prenne notre place. Exactement. On ne va pas tous aller en politique, on n'est pas tous appelés à être politiciens. Ouais. Mais si vous avez, je sais pas moi, un champ, comme Léo disait, commencez d'abord par là. Commencez à cultiver votre petit champ de carottes ou des tomates ou quoi. Commencez quelque part. Les exemples que nous vous avons donnés au départ de nos départs en entrepreneuriat, c'était juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin nécessairement d'1 milliard pour commencer. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir fini des études en entrepreneuriat, en administration, c'est pas moi quoi, pour commencer à faire quelque chose. Juste avec ce que vous avez, avec ce que vous savez, vous pouvez déjà commencer quelque part. Exactement. Exactement. Et il y a beaucoup d'exemples de réussites. Mais encore une fois, nous avons beaucoup de potentiel, nous avons beaucoup d'intelligence et nous ne devons pas nous laisser distraire par le système parce que le système voudra toujours nous maintenir dans l'état actuel. C'est un état qui fait son affaire. Il y a de nombreux pays qui vont profiter de ça, pas par mauvaise foi, parce que les États défendent leurs intérêts. Donc, nous devons
développer notre potentiel et ne pas nous laisser distraire par, comme Ratile disait, je sais pas, TikTok, danser du matin au soir sur TikTok, ça ne nous apporte rien. On ne devrait même pas penser à ça, on ne devrait même pas les faire. Notre État ne nous permet pas de faire ça. On n'est pas encore au niveau où on peut danser. On ne peut pas encore se permettre ça, exactement. Donc, mais pourtant, il y a beaucoup de potentiel dans la jeunesse africaine. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de volonté. J'en suis très convaincu. Puis, si nous y mettons d'une autre, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent naître de notre volonté d'agir et de faire. Ben, c'était ça la première partie. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Je vous avais promis que ça allait être pas mal intéressant. Donc, laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Et si vous voulez aussi, à la limite, participer aussi à la conversation avec nous sur les prochains épisodes. Ça va être intéressant d'avoir d'autres personnes, discuter parce que ça concerne toute l'Afrique. Oui. Puis, donc, on aura un peu plus de clarté, entre guillemets, si nous avons un peu plus de personnes à table. Exactement. Mais sinon, à la prochaine.